Bonsoir. Bienvenue. Je vous connais la plupart, hein, mais pour ceux que je ne connais pas, je suis Jennifer Assami-Manana, je suis la directrice de l'allégation et je suis ravie, vraiment ravie de vous accueillir pour notre rentrée. Donc, on a passé un très bel été. J'espère que vous aussi, vous avez passé un très bel été, mais vous nous avez manqué. Nous avons pris une petite pause pendant le mois d'août pour qu'on se repose, pour qu'on profite un peu de la plage et tout ça. Et nous sommes donc vraiment ravis de vous retrouver ici. Et puis, on a choisi vraiment de commencer avec un grand splash parce que, bon, quand on recommence quelque chose, on choisit quelque chose de très bien pour le recommencer. Donc, ce soir, je suis ravie de vous présenter une grande amie de l'allégation, une grande humanitarian, je ne sais pas comment on dit ça en français, une grande écrivain, un grand cœur, une grande bonne vivante, vraiment quelqu'un que j'adore et que j'admire et que je respecte beaucoup. Asma, on va découvrir ton livre, mais tout d'abord, donc, je passe la parole à Naama. Merci beaucoup d'être venue. Et puis, à toi. C'est bon, je crois. Je te remercie, Jennifer. Je m'approche. Comme ça, c'est bien. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de voir que vous êtes nombreux à prendre part à cette rencontre. Je remercie à mon tour la Légation américaine de Tanger de l'avoir organisée. Donc, je suis heureuse que l'on se retrouve autour du deuxième livre de Lella Asma Cherif Douezen, mon amie et cousine, intitulé Destinée. Donc, son premier livre qui est sorti il y a 2 années, qui a été présenté dans cette même enceinte en 2022, j'ai l'impression, probablement un jour pour jour, ou un truc comme ça, était autobiographique. Ce nouveau livre ne l'est pas. Il s'intéresse à des histoires de vie, la vie des autres. Donc, l'auteur nous raconte, à travers un récit bouleversant, des parcours de femmes. Des femmes, des inconnus, des anonymes, à la fois battantes et soumises, révoltées et résignées, amantes et mal aimées. Donc, des femmes qui sont souvent victimes de la vie et les vicissitudes, de ces vicissitudes qui font que leur vie comporte sûrement interpeller l'autrice. Et sûrement, ces femmes-là, alors excusez-moi, elles sont souvent invisibles. Et donc, l'envie de l'auteur était de rendre ces personnes visibles. Donc, à travers 6 nouvelles portant sur 6 personnages différents, racontant 6 histoires différentes, assez singulières, toutes les 6. Donc, elle a voulu rendre ces personnes visibles. Et là, j'ai envie de citer un écrivain vénézuélien qui s'appelle Miguel Bonnefoy. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici dans la salle qui le connaissent. Qui a écrit un livre intitulé « La mythologie d'une famille ». Donc lui, il dit, Bonnefoy disait, il dit toujours, parce que c'est un contemporain, « Si tu veux être écrivain, parle avec ceux qui ne le sont pas. » Pour lui, l'écriture est un système de forge, une transformation à partir des histoires des autres. Et c'est à mon avis précisément ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc elle a écouté, elle a regardé, elle a observé, elle a mémorisé, elle s'est intéressée aux autres et à leur vie. Ces fragments de vie, elle les a conservés, transformés et sublimés par l'écriture. C'est en tout cas ma perception de cet ouvrage. Elle a puisé, elle nous le confirmera probablement tout à l'heure, donc elle a puisé dans sa mémoire,
interroger ses souvenirs en invoquant leurs moindres détails afin de les retranscrire le plus fidèlement possible, ainsi que les émotions qui les ont accompagnés. Elle a aussi, bien entendu, donné libre cours à son imagination. L'imagination, c'est un acte de courage. Et de courage, elle en a, hein, croyez-moi. C'est pas ce qui lui manque. Bref, Destinée est un recueil de vie ordinaire que l'autrice ou l'auteur a voulu rendre visible et partager avec ses lecteurs. Ces histoires de vie ont captivé le lesme, stimulant son sens de la narration, qui est inné. Hein. Pour les personnes qui la connaissent, elles savent à quel point elle adore raconter. Et donc cette narration nous a donné un récit poignant. L'auteur nous y livre la vérité d'un instant tel que perçu par l'ensemble de ses personnages, capturant des images, des sentiments, des rêves, des silences, pour les mettre en mouvement, à travers, à mon avis, un mélange de réel et d'imaginaire. Donc, des rencontres humaines. On rencontre Georgette, Mouyemna, Ramael, Ilham, Maria et Aïcha. 6 parcours de vie, 6 femmes qui ressemblent à beaucoup d'autres femmes. N'est-ce pas le lesme? Je crois. Je crois. Alors, la première question que sûrement beaucoup de personnes se posent dans cette salle, c'est qu'est-ce que c'est qu'écrire pour toi? D'abord, je voudrais exprimer tout le bonheur que j'ai aujourd'hui de vous voir aussi nombreux. Je crois que vous avez entendu la première phrase. Tu pourrais la répéter. Merci d'être aussi nombreux. Vraiment gentil de votre part. Et donc, j'espère me retrouver encore une fois à cette légation pour un 3e livre. Je remercie Jennifer, une grande amie, et aussi à Timed. Je vous remercie. Donc, je vais maintenant répondre à la question de ma cousine qui me dit écrire. Écrire, je vais d'abord vous présenter une citation d'un monsieur que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra. Écrire est une entreprise solitaire, mais tellement salutaire. En effet, oui, l'entreprise de l'écrivain est gérée par des mots, des lettres, des phrases, qui sont en fait la matière première où l'auteur puise ses inspirations pour écrire ses œuvres. Quelles sont ces œuvres? Bien sûr, sous forme de récits, de nouvelles, de romans ou autres. Là est ma réponse en ce qui concerne l'écriture. Merci. Donc, autre question qui s'impose à moi, qui est d'un classique évident, c'est comment est venue l'idée de ce livre? Quelle a été la première étincelle? Pourquoi les femmes? Pourquoi ce thème? Ben écoutez, un jour, en sortant de chez l'épicier, je rencontre une jeune dame qui nous connaissait, qui connaissait mes parents, qui connaissait la maison où on habitait. Et donc, elle commence à me parler et elle me dit « Est-ce que tu te souviens de ce que nous avons fait? Ta grand-mère était une femme magnifique, ta maman, enfin toute la suite. » Je rentre à la maison et en fait, il y a eu un flash. Le flash de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle était une grande lectrice. Elle recevait, presque mensuellement, je suppose, un petit livre qui s'appelait « Sélection ». Et dans ce livre de sélection, pour elle, c'était sa fenêtre ouverte sur le monde. Elle lisait des histoires de femmes qu'elle nous racontait par la suite. Et donc, très petite, comme je l'ai dit dans mon premier livre, j'étais très précoce et très observatrice. Les histoires de femmes, j'y ai vécu. Je suis née dans une maison où il y avait surtout des femmes. J'étais la seule petite de cette maison, petite fille, et j'avais une grande cousine, que Dieu ait son âme, mais elle était déjà plus âgée que moi. Quand les femmes parlaient entre elles, elles me disaient « ça, ce n'est pas pour toi, tu sors, tu n'écoutes pas ». Très bien, mais je me mettais derrière la porte et à travers la charnière, je mettais l'oreille et j'écoutais tout ce qu'elles racontaient au sujet des femmes.
C'est comme ça que cette idée m'est venue d'écrire sur les femmes. Et ces femmes-là, ce sont en fait des histoires racontées par ma grand-mère maternelle, qui était algérienne et qui était au temps de l'Algérie française. Donc elle était très instruite et elle lisait et nous racontait. Pas seulement à moi, mais elle avait des femmes qui venaient spécialement, qui l'entouraient pour écouter des histoires de femmes. Aujourd'hui, j'ai voulu renouveler ces histoires-là. Ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies, mais bien sûr que j'ai enjolivé ou que j'ai attristé, parce que les raconter oralement, ça aurait été vraiment tout de suite fait. Là, je me rappelle précisément de tout ce que j'écris sur ces femmes-là. Je me rappelle précisément de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Vous savez, en vieillissant, on ne se rappelle même pas de ce qu'on a mangé hier, mais on se rappelle de ce qui s'est passé il y a des années. Voilà, je pense que c'est un peu pour tout le monde. On dit toujours que l'imagination, c'est le mode d'emploi du sublime. Quoi de mieux pour sublimer la réalité que justement de donner libre cours à son imagination. Alors sur ce, moi j'aimerais que tu lises et que tu fasses partager à notre assistance un passage que moi personnellement j'aime beaucoup, puisque pour moi il traduit un peu le style littéraire de Esma. Pour moi ce passage démontre à quel point elle est attentive à ce qui l'entoure. Elle écoute, elle observe. Même la nature, elle l'écoute. Elle est réceptive au langage des végétations, des mouettes, des petits faucons cresserelles, murmure des feuilles. Et ça, je l'adore. Alors, la page 47, s'il te plaît, si tu pouvais nous lire ce passage. Là, il s'agit d'une amie qui s'appelle Ilham et qui raconte un jour sur son balcon, pendant le confinement, il n'y avait personne dans les rues, c'était vide partout, et donc pour parler, il n'y avait personne à qui parler. J'ai parlé aux animaux. Donc elle a parlé aux animaux et elle raconte ce qu'elle voit sur la vue qu'elle a juste en face, qui est une fermette. Et cette fermette appartenait, et elle appartient toujours, aux Espagnols, ce grand terrain vide qui appartient aux Espagnols, et le gardien avait mis toutes sortes d'animaux. Donc, un matin, aujourd'hui, sous mes yeux ensoleillés, la nature s'épanouit et le monde animal jouit de sa liberté en ces moments difficiles où l'homme vit en résidence surveillée. Un ciel azur, largement éclairé par un soleil radieux et moqueur, veille sur un trésor. Malgré les fortes pluies qui se sont épisodiquement abattues, le printemps tardif a péniblement verdi l'ensemble de la végétation. 3 chevaux, habillés d'une robe grisonnante et poussiéreuse, rembourrent avec quiétude leurs maigres flancs. Leurs dents osseuses arrachent agressivement les jeunes pousses. Leur queue et leur crinière fournie chassent les mouches dont les ailes transparentes vibrent à la recherche d'une surface crasseuse. Malgré leur corpulence, ces mammifères sont encore loin de pouvoir assurer le prolongement musculaire de l'homme. Le vent du nord berce gentiment un ficus géant qui regorge d'oiseaux divers. Cette force de la nature abrite des volatiles, habiles architectures ayant construit leur nid entre les branches qui leur servent aussi de perchoir. Le murmure des feuilles, que la rosée a rafraîchi, accompagne l'orchestre choriste de cette libre volière. Sous l'œil furtif et brillant des petits faucons cresserelles, dont la couleur se mêle au branchage, les femelles oiseaux, sentant le danger, chaperonnent leurs oisillons qui gazouillent en attendant la becquée de leur papa. Sur le rebord de la rampe de mon balcon, une visite surprise m'interpelle. Une mouette au plumage blanc s'est posée. Effrontée, elle me regarde. Ses yeux jaunes et noirs me rappellent ceux de la poupée de mon enfance, de vraies billes en verre. Son bec, au bout crochu et bruni par les fouilles, m'embarrasse. Elle bouge la tête de gauche à droite. Oui, c'est l'heure des croutons.
Avec un sourire mi-figue, mi-raisin, je me plie à ses exigences et lui offre les tranches de pain de mon petit déjeuner, me faisant un immense plaisir de l'avoir dégusté, son premier repas de la journée. Une fois rassasiée, elle me quitte sous un claquement d'ailes. Ouf, la voilà partie, rejoindre ses amis qui sillonnent le ciel méditerranéen pour se jeter à l'eau. Un bon bain, là où elles se gaveront de poissons inaccessibles aux pêcheurs confinés. Très joli passage en effet, ça mérite ses applaudissements. Alors, il y a une question qui me taraude aussi. Il y a toujours, habituellement, une part de fiction, d'autofiction plutôt, dans chaque récit romanesque. Il y a un peu de nous, un peu de l'auteur. Alors, quelle est la part d'autofiction dans ce livre? Et puis, une question un petit peu plus précise et plus intentionnée. Il y aurait peut-être quelques personnages qui auraient pu être inspirés par la propre vie de l'autrice, en l'occurrence les lesmes. Serait-ce le cas notamment pour le personnage de Maria? J'ai l'impression que c'est une colle, là. Bien, Maria était une jeune femme que j'avais connue, qui était divorcée, et qui me raconte sa première rencontre avec son amant. Elle me l'a si bien raconté que c'est devenu pour moi un fantasme. Et là, je raconte ce qu'elle me racontait en me mettant dans la peau de Maria. Je me suis mise carrément dans sa peau et j'ai raconté cette soirée qu'elle a passée, l'attente surtout, l'attente de cet amant qu'elle ne connaissait pas, un amant virtuel. Donc, l'attente et les bons moments qu'elle a passés avec cet homme. Je le raconte, oui, c'est vrai que c'est mon fantasme, j'aurais bien voulu être à sa place. C'est pas perdu, rien n'est perdu. Hein. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Alors, passons à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Moi, la question qui m'interpelle. Enfin, si je me mettais à ta place, il y aurait nécessairement un des 6 personnages, ou 2 ou 3, que j'aurais du mal à écrire. Parce qu'effectivement, il y a des histoires légères, mais il y a des histoires un petit peu plus impliquantes émotionnellement, plus pesantes, avec plus de souffrance. Alors, quelle est l'histoire que tu as eu le plus de mal à écrire, qui a été pour toi un exercice un peu compliqué? L'écrire, l'entamer ou la terminer ou... Je pense que ça doit être Ramael. Ah, oui. Donc, 2 religions différentes. Et Ramael était une jeune juive tangéroise qui se marie finalement avec un musulman marocain. Les difficultés entre les belles-mères qui étaient pourtant des amies. La belle-mère, c'est-à-dire la maman du jeune homme, qui avait déjà prévu de le marier avec une Marocaine musulmane de grande famille. Elle commençait déjà à préparer son chemin vers les gens hautement placés. Et puis, le problème qui se posait, c'est que ce monsieur-là fréquentait la fille de son ami, la fille. Et étant juive, évidemment, il y avait des difficultés. Mais il est arrivé à se marier avec elle. Entre-temps, sa maman à lui décède. Et qu'est-ce qui reprend les rênes? La maman de Ramael. Donc, ça m'a posé un peu de difficulté parce qu'il fallait suivre cette histoire. Comment que ça allait se passer par la suite? Et ce que j'ai beaucoup imaginé, j'ai pris quand même du temps à imaginer, c'est la description, les portraits de ces dames. Ramael, plutôt c'est pas Ramael, pardon, excusez-moi, la maman, Susanna, était une très très belle femme. Elle avait 3 filles. Une tellement jolie qu'elle se prenait pour Gina Lollobrigida, qui voulait jouer dans un film. La deuxième,
belle fille. Et la troisième, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de faire ce portrait, une fille autant intelligente que moche. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la fille de Suzanne ou pas? Et c'est comme ça que j'ai continué l'histoire, parce qu'il fallait continuer l'histoire. Et ça m'a pas tellement coûté, non, parce que je raconte, j'adore raconter. Mais bon, c'est celle qui m'a donné juste un peu plus de difficultés que les autres. Alors, juste un petit conseil marketing, il faudrait juste donner un avant-goût pour donner envie aux gens d'acheter. Alors, la prochaine fois, ne raconte pas tout. Et là, puisque nous sommes dans Ramaël, il y a aussi un passage que je trouve succulent et joliment imagé, puisque aussi, à mon avis, ça n'engage que moi, je trouve personnellement que la force de ton style littéraire réside dans ta capacité à décrire avec précision, imager la parole, scénariser la narration. On a réellement l'impression de regarder un film quand on te lit. Donc, il y a un passage que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est la page 63, et justement, c'est dans le personnage de Ramaël. Si tu pouvais le lire. La fameuse commode. Donc, Ramaël était... Donc, elle avait comme belle-sœur une femme musulmane. Et elle habitait en Médina. Elle avait très peu d'amis. C'était une femme qui avait perdu son mari très tôt, mariée de force presque. Elle l'avait perdu très tôt. Et entre-temps, bien sûr, vous savez comment ça se passe en Médina. On tape à la porte pour demander du sel ou demander n'importe quoi. C'était comme ça avant. Et un jour, il y avait une des dames qui venait taper à chaque fois et la petite, donc la petite nièce, va vers sa tante et elle lui dit « Dis-moi un peu, cette femme qui vient à chaque fois, soi-disant, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller chercher les épices, elle demande quelque chose et à chaque fois, elle me dit « Mais tu sais que tu ressembles à Ramaël. » Qui est cette Ramaël? Raconte-moi, qui est cette Ramaël? Et donc, la tante commence à raconter. Entre-temps, elle lui dit « Monte d'abord dans ma chambre. » Et sur la commode, tu vas trouver des photos. Quand tu trouveras une photo avec une très belle femme qui a un haut chignon, tu verras, c'est elle, Ramaël. Donc la petite monte. Elle monte dans les petits escaliers, elle arrive, c'est le silence total, elle allume difficilement l'interrupteur, cet interrupteur en porcelaine d'avant, elle le cherche derrière un gros rideau, elle allume, et elle rentre voir cette commode. Et donc, elle décrit la commode, chose que je vais vous lire là. La fameuse commode, au tiroir mal fermé, est coincée entre deux poutres badigeonnées à la chaux, dégradées par l'humidité. Au-dessus, un long napperon, crocheté en coton perlé, cache la fêlure de la plaque en marbre noir. Au centre, trône une coupe en verre remplie de coquillages, de galets polis et une étoile de mer aux pointes courbées, souvenir d'une longue promenade de couple amoureux sur le sable mouillé de la Méditerranée. À gauche, un bouquet d'immortelles poussiéreuses enserre quelques plumes de paon aux couleurs fluorescentes. Cet assemblage, relié par une fine toile d'araignée, encombre un vase qui pleure son emplacement privilégié dans une des grandes demeures tangéroises d'antan. Ce rare vase, au verre multicouche d'un jaune dégradé et gravé en relief de branches feuillues de couleur aubergine, est peut-être un galet, offert au grand-père de cette famille qui n'a jamais tenu compte de la valeur de cette merveille. Sur le reste de la surface du côté droit, un ensemble de cadres en vieux bois, piqués par des mythes qui ont trouvé leur bonheur dans cet espace où la lumière se fait rare et qui a dû prendre du temps pour fixer la position. Ensemble de cadres vieux bois piqués par les mythes qui ont trouvé leur bonheur dans cet espace où la lumière se fait rare, renferme des personnages au sourire suggéré
par un photographe qui a dû prendre du temps pour fixer la position de la tête avant de cliquer sur le bouton de son appareil. Voilà la description de la commode, de cette vieille commode, avec beaucoup de souvenirs. Merci Asma pour ce passage, pour cette lecture. Donc j'ai une autre question, c'est concernant Aïcha. Aïcha, c'est une histoire, je crois que c'est la dernière nouvelle, c'est le dernier personnage traité. C'est la dernière, absolument, c'est la dernière. Et donc, très bizarrement, très curieusement, cette histoire commence par un accident de la route, de la circulation. Alors j'ai deux questions. D'abord, pourquoi l'accident? Pourquoi démarrer une nouvelle en parlant d'un accident? Et ensuite, en cours de route, il y a un kidnapping. Alors, accident et kidnapping, qu'est-ce que ça nous raconte? Cet accident de car a eu lieu dans les années 70. J'étais encore interne au lycée Paul Valéry. Et bien sûr, on prenait des fois des cars, soit le train, soit le car, le train qui s'arrêtait durant des heures à attendre le second train. Et là, je devais certainement venir par car. Mes parents ne savaient pas que je venais par car. Ils se demandaient par quel moyen de locomotion j'allais arriver à Tanger. J'arrive à Tanger. Je rentre directement dans la maison des grands-parents où tout le monde était réuni parce que c'était la veille de la fête. Et je vois mes parents, ma mère, Blanche, des gens, des tantes, une grande dame de Tanger que je ne veux pas citer qui était là. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais pas qu'il y a eu un accident sur le pont qui relie Asila à Tanger, et il y a eu un car qui est tombé dans l'Oued, et on pensait que tu étais dans le car, et à force enfin, il me harcelait finalement. Pourquoi tu n'as pas dit par quel moyen de locomotion tu venais? Je me suis mise à pleurer, je me voyais déjà dans cette Oued, nageant comme une folle, perdant la vie. Et donc, voilà pourquoi j'ai commencé par cet accident. Dans mon histoire, dans cet accident, il y a une dame, une des femmes, c'était en plein mois de Ramadan, tout le monde était fatigué, le chauffeur aussi, il a perdu le contrôle, il se retrouve dans cette Oued. Et ça a laissé beaucoup de familles endeuillées. J'ai pris la vie d'une femme qui est décédée et qui a laissé une petite fille, qui était mariée, qui a laissé une petite fille. Donc, je raconte, bien sûr, comment s'est passé l'enterrement. Je raconte le papa de la petite vite marié au 40e jour, chose qui arrive très souvent chez nous. Et donc, la petite n'ayant pas accepté de vivre avec la femme de son père, le papa fait appel à la tante. Il lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais prendre la petite Aïcha? Écoute, tu la gardes, tu as un fils. Moi, la petite ne veut pas du tout s'entendre avec sa belle-mère. Donc, elle la prend. Elle l'amène chez elle, très contente d'avoir une fille. Elle avait juste un garçon, très contente. Par la suite, il y a un kidnapping. On kidnappe la fille de Aïcha. Ce kidnapping me revient parce que je sais qu'à Tanger, nous avons eu une dame qui était venue à la maison des grands-parents, à Datmana, supplier les grands-parents d'essayer de retrouver sa fille. On lui avait kidnappé sa fille à la porte de la maison. Donc, entre l'accident et le kidnapping de la fille, j'ai essayé d'en faire une histoire. Et j'ai fait l'histoire que vous allez aimer, je suppose, je ne sais pas, vous allez apprécier parce que c'est une belle suite, très belle suite. Voilà, une très belle fin surtout, très belle fin. Ben c'est ça le talent de Esma, c'est effectivement transformer ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle mémorise dans un beau mélange de réel et d'imaginaire. Et donc ça donne les nouvelles que nous avons, que j'ai déjà lues, que vous allez lire, j'espère, rapidement. Donc, quelque chose d'un petit peu, un personnage solaire, très gai, positif, qui dégage de très belles ondes, c'est le personnage de Georgette.
que tu as super bien décrit. Alors, elle est tellement bien décrite qu'on a l'impression qu'elle a réellement existé. Alors, est-ce que Georgette a réellement existé, elle, ou quelque chose qui lui ressemble? Est-ce qu'elle t'a été inspirée par quelqu'un de tes connaissances? Tu pourrais nous en dire un mot? Georgette était l'amie de ma mère, mais elle ne s'appelait pas Georgette. J'ai complètement changé les prénoms, c'est tout à fait normal. Donc, Georgette était l'amie de maman, et un jour, je la mets face à une jeune femme qui venait de se marier, contre le gré de ses parents, et qui vient lui raconter ses malheurs avec son mari. Et Georgette la regarde et elle lui dit « Il n'y a pas de bonheur sans malheur ». Elle lui raconte sa vie. Et sa vie est en dents de scie. Alors, elle est heureuse avec ses parents partent, elle est mariée malgré elle parce qu'elle ne voulait pas rester seule. Elle se marie avec un grand monsieur qui était colonel et qui est devenu général par la suite. Et elle vit vraiment une vie triste avec ce grand monsieur qui était souvent en voyage. Puis après, ce grand monsieur, entre-temps, décède, après des années. Elle n'a pas d'enfant, elle voit comment ses cousines qui venaient de se marier ont toutes été enceintes, elles ont eu des bébés, elle n'a pas pu avoir d'enfant, je ne sais pas si c'est son mari ou elle, je n'ai pas cherché, mais donc son mari décède, après un mari très très riche. Après ça, elle rencontre quelqu'un, et ce quelqu'un, elle l'avait déjà vu, admiré, elle l'aurait désiré. C'était en pleine fête quand son mari est devenu général. Malheureusement, elle ne l'avait plus jamais revu. Et au décès de son mari, qui arrive? Henri. Qui était Henri? Ce bel homme qu'elle avait rencontré le soir de cette grande fête au Palais des Papes, en Avignon. Et donc, elle raconte sa vie, sa nouvelle vie. Il a été muté à Tanger, et elle a connu les gens de Tanger, entre autres, mes parents. Et c'est comme ça que j'ai raconté la vie de Georgette. Mais ce que j'ai aimé chez Georgette, c'est la description. J'ai fait vraiment la description au détail près de sa façon d'être, son portrait. Et ça, je m'en souviens, je vous dis, je me souviens vraiment de cette femme. Que Dieu ait son âme. Merci Asma pour toutes ces explications. Alors une dernière question et après je donne la parole à l'assistance si vous avez des questions à poser. Mais j'ai quand même une dernière question puis un passage que j'aimerais que tu lises puisque on va parler de... Moi, je voudrais que tu lises un passage, je le dirai tout à l'heure. Mais avant, quel est le personnage parmi les 6 pour lequel tu as eu le plus d'affection, plus d'empathie? De la même manière que je t'ai posé la question pour le personnage qui t'a fait, que tu as eu du mal à écrire. Donc, est-ce qu'il y a un personnage plus attachant que d'autres? Franchement, ils me sont tous chers. Parce que j'ai vécu avec eux tout en écrivant. J'ai vécu avec ces gens-là. Je me suis mise dans la peau de la plupart des gens. Mais un grand souvenir, c'est Mouyemna. Mouyemna, qui était une femme que j'ai connue déjà âgée. Elle était déjà âgée quand elle a vécu avec nous dans notre maison, à Darmerchen, à Dardmana. Et je parle d'elle, elle m'a laissé empreinte de très très bons souvenirs, sa gentillesse, sa façon de parler. Et à la fin, un de ces jours, je me demandais, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la vie, je lui ai posé la question. J'ai dit, dis-moi s'il te plaît, on l'appelait Yaya à l'époque, dis-moi Yaya, est-ce que tu es née dans cette maison? D'où viens-tu? J'aimerais bien savoir quand même. Et alors, bien sûr, je me suis mise à côté. Elle ne voyait pas très très bien ces derniers jours. Elle me tapote pour me chercher. Tu es bien là? Qu'elle me dit, oui, 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 je suis là. Et elle a commencé à me raconter toute une nuit, presque toute une nuit, quand je l'ai vue fatiguée et qu'elle a commencé à pleurer parce qu'elle a tiré un sujet très profond. C'est là où j'ai dit, écoute, tu dors. Demain, nous recommencerons. Et le lendemain, nous avons recommencé
Et c'est là où j'ai connu la vie de cette femme. Et parmi... je sais ce que tu veux me demander. Oui, tout à fait. Cette femme a été achetée, violée. Elle a eu un enfant qu'elle n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais désiré. Mais malgré ça, avec qui elle a vécu profondément durant sa grossesse. Elle a vécu dans une maison où les gens étaient exécrables. Elle a vécu avec l'épouse du grand propriétaire de la maison où elle était. Comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle n'a jamais vu cet homme qui l'a violée. Jamais. Mais je vais vous lire un petit passage de la relation qu'elle a eue avec cet enfant, même non désiré. Alors, elle dit, seule dans la nuit, je lui parlais à cet enfant, elle parle à l'enfant, je lui parlais et lui chantais un cantique à voix basse. C'était ma seule appartenance. Je voulais que les mois se prolongent afin que nous puissions nous tenir compagnie encore plus longtemps. Qu'il bouge encore et que je l'imagine courir dans les prés comme les enfants libres de mon village, ces beaux papillons s'abreuvant des bienfaits de la nature. Donc, sa seule appartenance, c'était ce bébé qu'elle avait dans le ventre, c'est avec lui qu'elle parlait, c'est à lui qu'elle chantait ces cantiques que sa grand-mère lui chantait. Mais les 9 mois se sont écoulés, le bébé est parti, on a pris le bébé, et comme une folle et comme une chatte qui cherche ses enfants, elle a parcouru tous les petits couloirs, elle n'a jamais vu son enfant. Les seuls moments où son enfant lui appartenait, c'est quand elle était enceinte et que personne ne lui parlait, donc elle parlait à son enfant. Voilà la partie que tu aimes. C'est un passage poignant, très très fort et très puissant. Mais bien entendu, il y a aussi de l'imagination dans tout ça. Ce n'est pas tout à fait l'histoire exacte de cette dame. Donc voilà, je donne la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait interagir? Je ne vais pas tout vous raconter, à vous de lire. Tu as suffisamment dit. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question, un commentaire, une action, réaction? Oui, mademoiselle. Le plaisir. Bon. Tout d'abord, on a toujours le plaisir d'être parmi vous à des événements comme celui-ci où le livre... Vous êtes élève lycéenne. Élève au groupe scolaire Les Lumières. Bravo. Bon, moi j'ai mal aux pieds, la vérité, pardon. Mais parle plus fort, avec la vieillesse, on perd aussi l'oreille. D'accord. J'écoute. J'ai dit, tout d'abord, on a toujours le plaisir d'être parmi vous à des événements comme celui-ci, où le livre occupe sa vraie place, sa vraie valeur, qui la mérite. Bon, je félicite Madame Asma pour ce livre qui est très intéressant, exceptionnel avec ses sujets, ses détails, qui nous a touchés vraiment. Autant des femmes, ou plutôt des futures femmes. Bref, la question à vous, madame, pour vous, à qui ce livre est-il destiné? À qui ce livre est-il destiné? Il est destiné à toutes les femmes et aux bonhommes qui aimeraient bien le lire et qui voient la position de l'homme dans toutes ces histoires de femmes. Voilà, et donc il est destiné aux jeunes, aux plus vieux, un peu à tout le monde, puisqu'il touche un sujet très profond. La femme, l'homme. Dans toutes les histoires de femmes, vous trouvez un homme. La peine, c'est l'homme. La joie, c'est l'homme. J'ai une question à propos de ça. Bon, après la lecture, j'ai remarqué que la plupart du temps, la peine d'une femme est souvent causée par un homme, directement ou indirectement. On peut dire que l'homme a 2 clés en sa main, une de malheur et une de bonheur. Voilà. Et voilà. C'est lui qui choisit la clé appropriée à sa femme. Voilà. Partout, il y a une petite soumission. Vous avez compris.
Merci, ma fille. Merci. Ilham, à toi la question. Alors, quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question? Ilham. Le micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, premièrement, je voudrais te féliciter pour ton livre. Je l'ai lu vraiment avec un grand plaisir et c'est un récit vraiment très touchant et il met en lumière des histoires inspirantes avec une grande sensibilité. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Alors, la première, en ce qui concerne Georgette, dans l'histoire de Georgette, est-ce que tu as imaginé le palais des papes ou tu l'as vu vraiment? Bien, le palais des papes, je ne l'ai pas imaginé. J'y étais. J'ai assisté à une très très belle soirée avec l'association des Lions Club et très très belle soirée. Nous étions accompagnés, habillés, chaque pays de ses propres vêtements. Mais figurez-vous que je n'étais pas la femme du général. Alors, ma deuxième question, quel message principal souhaitez-vous que vos lecteurs retiennent de ces histoires de femmes résilientes? Le message que je dois passer aux femmes, c'est d'avoir beaucoup de courage et pas de soumission. Et je ne demande pas à ce qu'elles soient l'égale de l'homme. Je ne suis pas... Une femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. Mais qu'elle ait beaucoup plus de personnalité. Voilà ce que je demande à une femme, qu'elle ait de la personnalité vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son entourage. C'est tout. Je ne demande pas l'égalité. Non, 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 on n'aura jamais l'égalité, ça vous pouvez courir. Mais je lui souhaite beaucoup de courage. Voilà ce que je l'interpelle dans ce sens. Alors, ce que tu viens de dire ne fait sûrement pas plaisir à tout le monde. Non, ça ne nous fait pas plaisir. Voilà, tout à fait. Donc, donc veto, réserve. Moulay Ali souhaiterait poser une question. D'accord, là, si tu insistes, il n'y a pas de problème. Et je lis évidemment un petit peu les nouvelles que tu as écrites, que j'ai appréciées, parce que je crois qu'on partage pas mal de souvenirs, ça va de soi, on est de la même famille. Et j'ai remarqué pour Ramael, je crois que c'est un suicide à la fin. Et ce que j'ai trouvé de très bizarre, c'est une phrase qui est incroyable, c'est la dame qui dit elle souffre, elle avait besoin. Elle avait besoin de quoi? Du suicide ou... De toute façon, Ramael, puisqu'elle a eu ce problème, bientôt on va tout me faire dire là, hein, vous n'avez plus rien à lire. Alors, Ramael souffre, elle est en prison. Elle fait la grève de la faim. Et finalement, je pense qu'elle doit se dire, il serait préférable que je sois dans le vrai trou noir que de rester dans ce trou noir qui est la prison. Et elle se laisse mourir. Oui, c'est un suicide. Je réponds, elle se laisse mourir. Donc la petite Ouezenia, magnifique, qui nous vient de Rabat, voudrait poser une question. Allez, jeune fille. Donnez-lui. Micro. Ah, voilà le micro. Bravo. Je voulais poser un petit commentaire sur le livre. Pour le premier ouvrage, moi et ma mère, on a pris du plaisir à le lire et on a voyagé dans le temps. J'ai découvert des trucs sur ma famille et aussi j'ai aimé ce premier ouvrage. J'ai hâte de rentrer à la maison et de lire le deuxième ouvrage. Et j'ai hâte que vous faites. Je vous encourage à faire un troisième ouvrage. Merci. Merci. Magnifique. D'accord, elle vous promet de faire un troisième ouvrage. Merci. Le troisième ouvrage, c'est une promesse. D'accord. On me demande de faire la suite de Darmadan. Absolument. On verra. Alors, y aurait-il d'autres questions dans la salle? Myriam. Bonsoir tout le monde. Déjà, Lalla Asma, je vous félicite pour ton livre qui est très réussi. Et ton intrigue, sincèrement, elle est très originale et passionnante. Donc j'ai une question par rapport au nombre choisi
Pourquoi 6 femmes et pas autres? J'aurais pu écrire sur 20 femmes, mais ce sont des histoires vraies, réelles, et je me suis arrêtée à 6 femmes. J'aurais pu continuer, à chacune son histoire, mais je les trouve, celles que j'ai écrites, je les trouve tellement profondes que j'ai préféré garder juste les 6. Ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 20. Merci. Donc c'est pas un chiffre fétiche, tu nous rassures. Alors, d'autres questions? Ahmad, peut-être, oui, Sidi Mohamed. Tfaddal. Ici, le micro, s'il vous plaît. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord vous dire mon admiration pour le menu du jour, un livre de femmes, écrit par des femmes, et ce sont des destinées de femmes que nous allons voir. En face de moi, c'est un excellent tableau. Je n'ai que des femmes en face. Et chacune de ces femmes a une destinée. On rajoute ces 6 ou 7 aux 6 que vous avez, et puis aux autres qui sont derrière moi, cela fait plusieurs destinées qui méritent d'être racontées. Bien, alors, toute la problématique ici, je partirai de Asma. Asma, c'est le pluriel de nom. Et donc, elle a été chercher des prénoms, des noms partout, parce qu'elle représente la femme dans son sens le plus élargi, celui de l'humanité, la femme au sein de l'humanité. Et ce sont des destinées qui sont racontées à partir certainement d'une sélection. On ne peut pas écrire sans sélectionner. Et cette sélection, même si elle relève de la mémoire, même si elle relève d'une histoire, il y a derrière ce choix, il y a certainement des raisons qui sont à la fois psychologiques et qui peuvent être d'une autre nature, intellectuelle, philosophique, etc. Et donc, à partir de ces 6 destinées, 6 femmes qu'elle raconte, c'est en fait l'histoire de toutes les femmes. Chacune vit une certaine vie avec ses hauts et ses bas, et chacune peut raconter son histoire, mais c'est elle qui la rencontre. Or, Asma est allée, c'est un récit, ce sont des récits emboîtés, les uns dans les autres, hein, si vous voulez. C'est l'ana, an flana, an flana, an flana, et puis on arrive à une certaine histoire qui est construite sur plusieurs récits, et chaque récit pose une problématique philosophique que j'aurais souhaité avoir le temps de déballer devant vous et de commenter, parce que c'est intéressant. C'est un livre provocateur. Provocateur dans ce sens où, déjà, inna kaydahunna la'adim. Les femmes, c'est tout un problème. Et Non, on n'est pas d'accord. Rappelez-vous. Objection. Ça ne passe pas. Non, mais on vient d'expliquer tout à l'heure qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme sans homme. Dans un de mes livres, j'ai conclu par cette phrase, on a commis, hélas, tous nos problèmes relèvent du fait que nous avons quitté le Père. Ouais. Si on n'avait pas quitté le Père, eh bien, il n'y aurait pas tous ces problèmes, toutes ces maladies, etc., etc. On a quitté le Père. Donc, c'est destiné, Sophocle avait dit, heureux sont les hommes qui ont le destin qui fait si bien les choses pour eux. Et ce destin a fait si bien les choses pour ces 6 femmes. Et on retrouve à chaque fois Asma là-dedans, on retrouve à chaque fois la famille là-dedans, on retrouve à chaque fois une convergence vers une solution, vers un destin, bien sûr, différence de nature, différence de
de culture, différences d'origine sociale, différences même de physique, d'histoire. Mais la notion d'amour, elle flotte partout et nous avons tous les types d'amour que vous voulez, vous les retrouvez ici. Donc, elle propose, elle, des solutions parce qu'en principe, même si j'ai apprécié, comme vous l'avez si bien dit, la dernière histoire, celle de Aïcha, mais les autres évoquent autre chose parce qu'on retrouve des cultures différentes, on retrouve une autre façon de penser, etc. Et je pense que cela est important. Ce que je veux dire, c'est que les récits de vie ont une utilité pédagogique extraordinaire. C'est l'exemplarité au service de la jeunesse, au service des générations, et la comparaison, même si comparaison n'est pas raison, là, la comparaison, elle permet aux jeunes d'aujourd'hui de voir comment est-ce que les femmes évoluent, comment les mentalités géraient le quotidien avant et comment nous nous sommes retrouvés dans une société assez complexe. Posez-vous la question parce que vous avez été même chercher des récits qui sont très récents. Lorsque j'ai vu Ilham, j'ai pensé que c'était Ilham. Et vous comprenez elle ne peut pas peut-être me démentir, mais en tout état de cause, ce sont des questions qui peuvent se poser. C'est excellent. Alors, je m'arrêterai sur un aspect, c'est pourquoi vous écrivez, parce que vous lui avez posé cette question. Alors, on écrit pour ne jamais mourir. Écrire pour ne jamais mourir, pour jouir, pour sourire, pour souffrir, pour fuir. Et on peut continuer comme cela avec cette rime, parce que écrire, c'est pas donné à tout le monde. Et celui qui a cette chance d'écrire est très important. À votre âge, madame, avec tout le respect que je vous dois, écrire à cet âge est une forme de sagesse qui se transforme en caresse. Et cela est important. Anna, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Sidi Mohamed pour dire ce livre, il traite en fait pour moi du silence. C'est des personnes qui souffrent, qui sont victimes d'un monde impitoyable où les vicissitudes de la vie les empêchent de parler, elles sont invisibles, elles sont inaudibles. Et donc c'est le silence. Alors moi je dirais Inna samtahunna adim. Ce silence, bah oui, avec dignité. C'est le fait de souffrir stoïquement, avec dignité, et de trouver cette capacité de se relever, cette résilience, et de se construire. Dans toutes les... Pour moi, le dénominateur commun des 6 nouvelles, c'est ça, c'est cette capacité à se reconstruire, mais dans le silence, un silence digne. Il y a une grande qualité qu'il faut pas oublier, c'est l'écoute. Absolument. Absolument. Elle écoute, et puis elle transforme cette écoute en quelque chose d'audible. Merci. Léla Samira. Bah, on est en famille finalement. Moi, ma question en fait, c'est la continuité de la question de Myriam. Alors, tu as dit que tu pouvais écrire 8, 10, 11, tu t'es arrêté à 6. D'accord. Est-ce que tu avais l'embarras du choix de choisir entre toutes ces histoires? Est-ce que tu as dit non, je vais mettre celle-là avec les 6 histoires ou bien l'autre? Est-ce que tu as eu l'embarras du choix? Est-ce que tu as eu ce problème en face de toi? Tu dis, je mets cette histoire ou cette histoire dans ce livre? Non, ces histoires sont basées sur des souvenirs. C'est sur des souvenirs que ces histoires sont basées. Je n'ai pas pensé au choix, pas du tout. Ce sont des histoires qui me sont venues à ce moment-là. C'est tout, pas plus. Je n'avais pas, c'est pas une question de choix, parce que j'aurais pu choisir, c'est vrai, mais j'aurais imaginé. J'aurais raconté des histoires que je n'ai pas vécues, des histoires que je n'ai pas entendues. J'aurais pu continuer. Mais là, ce sont des histoires que j'ai vécues. Des histoires, soit par un morceau, soit par un début, soit par le milieu soit par la fin. Donc, c'est pas une question de choix. Merci. Alors d'autres questions, madame, au fond. Il y a Zineb au fond.
Zineb. Zineb. Mademoiselle, plutôt. Alors, bonsoir à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous. Alors, Madame Asma, bonne chance. Alors, cette question est très importante pour moi. Comment voyez-vous la littérature féminine et des droits des femmes dans le monde aujourd'hui? Ah, ben là, on rentre dans un autre sujet. Le monde d'aujourd'hui est vraiment particulier. La femme n'a plus sa vraie place et les hommes aussi. La femme demande l'égalité. La femme vit exactement comme un homme. Vous rentrez dans n'importe quelle maison, vous trouvez le mari dans la cuisine. Vous pouvez le trouver aussi passer la serpillière. Donc, femme ou homme, pour moi, aujourd'hui, ils sont au même stade. Voilà. Quoi, vous croyez qu'il n'y a pas d'homme qui passe la serpillière? Ah ben oui, bien sûr. Eh ben oui, il passe la serpillière, il passe le... Oui, oui, oui. Tout dépend, n'est-ce pas? Tout dépend, Nord. Tout dépend des hommes, c'est sûr. Mais je crois qu'ils sont à égalité, finalement. Leur vie est la même. S'il vous plaît. Tu le fais. Je vois que c'est un thème qui passionne. Oui. Alors, Zineb, est-ce que tu as eu la réponse que tu voulais? C'est bon? Ok, merci. Alors, monsieur. Bonsoir. Toutes mes félicitations, bien sûr, pour votre œuvre. Et je vous encourage à en faire plus et plus et plus. Bon, on a l'impression que ces femmes occultent l'homme. Les récits de ces femmes occultent l'homme, alors que c'est la même problématique. Voilà. Ce n'est pas une problématique de femmes, c'est une problématique de société. Nous avons tous été réprimés. Nous avons tous des problèmes et des complexes. Je défie quiconque qui est marocain, qui a vécu éduqué dans une famille marocaine, qui n'a pas de complexe. Mais je lui tire chapeau s'il arrive à en prendre conscience. S'il arrive à en prendre conscience et essayer de lui surmonter, et c'est jamais surmontable à 100%, alors bravo. Je veux dire, la vraie problématique, c'est à nous deux, hommes et femmes, de régler ce problème. Je n'ai pas encore lu votre livre, vous m'encouragez à le lire et à l'acheter. Donc, j'ai perdu mon laïs. Donc, juste une précision, le complexe n'est pas que marocain, ça existe partout, c'est universel. Les traumatismes, les problèmes de personnalité, les petits complexes qu'on pourrait avoir, c'est universel. Donc, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le Maroc. Absolument. Ouais. Question un petit peu délicate ou piège, j'en sais rien, mais j'ai fait partie de quelques happy few qui ont eu la chance de lire le manuscrit de Destinée avant qu'il ne soit édité. Donc je ne reviendrai pas sur ce livre parce que bravo, tout a été dit. Mais je ne pense pas être le seul dans cette salle qui se pose la question pourquoi écrire ces nouvelles de Destinée et de ne pas faire une suite de Dark Motion. Le livre là-bas à gauche, j'ai l'impression qu'il est un petit peu orphelin, un peu en train de chouiner pour dire ben oui, mais parce que je me souviens lors de la présentation de Dark Motion, la salle était unanime en disant qu'il nous faut une suite, une Dark Motion bis. Donc aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas écouté ton public pour écrire Dark Motion, la suite, et de partir sur Destinée? Est-ce que c'est juste une petite parenthèse pour un petit peu souffler et rassembler encore les idées, les histoires pour repartir sur un deuxième tome de Dark Motion? Tu vois, j'insiste sur la suite de Dark Motion. Ou bien c'est, voilà, tu as envie de passer à autre chose et de laisser ce bébé qui fait son chemin aujourd'hui. Hein. Donc Dark Motion, il a vraiment percé au niveau de tout le Maroc, même dans les programmes scolaires de pas mal d'écoles. Et je pense qu'il a été même traduit en arabe, c'est ça, hein?
Et donc du coup aujourd'hui je le vois un petit peu là-bas, un peu orphelin. Donc est-ce qu'il y aura peut-être une suite ou pas de Dagmakchen? Écoute, je ne pensais, franchement, je ne pensais pas qu'il ferait ce long chemin, et il continue. Donc je me suis dit, j'attends de voir, et je ne voulais pas ennuyer les lecteurs avec Dagmakchen. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, mais vu ce qu'il est en train de prendre comme avion, comme TGV, je pense que le 3e livre sera la suite de Dagmakchen. Voilà. Et Ahmed, une information en primeur, et bientôt traduit en espagnol. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Dagmakchen me rappelle une chose. Me rappelle l'ouvrage du docteur Si Mohamed sur votre grand-mère paternelle. C'était un grand ouvrage que j'avais lu, mais je crois qu'il a besoin d'un frère ou d'une sœur, d'un autre ouvrage, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à dire sur votre grand-mère anglaise. Oui. Beaucoup de choses. Et là, je vous défie, et je sais que vous allez relever ce défi de faire quelque chose de ce côté-là. Eh ben, je vais m'y mettre. Et merci. Je vais m'y mettre. Alors, je voudrais juste dire que j'ai pas eu la chance de lire le livre et je m'empresserai de le faire dès que possible. Je voulais juste une petite question sur un 7e personnage qui est Tanger. J'aimerais que vous nous parliez en fait de ce Tanger, parce que sans Tanger, j'imagine que c'est aussi le contexte qui rassemble tous ces personnages. Vous faites partie du patrimoine de Tanger et j'aimerais vous entendre parler de ce Tanger à travers vos yeux, et j'espère qu'on retrouve bien dans ce livre-là en filigrane. Voilà. J'aimerais savoir aussi, les premières histoires ont commencé vers quelle année jusqu'au dernier, pour savoir à peu près la tranche de temps que vous couvrez au travers du livre. Merci. En ce qui concerne Tanger, toutes les femmes desquelles j'ai parlé sont tangéroises, pour commencer. Et puis, les années, elles sont de différentes années. Par exemple, Ilham, c'est tout nouveau, c'est pendant le confinement. L'histoire de Ramael, c'est dans les années 60. L'histoire de Aïcha, c'est dans les années 70. Donc, mais c'est toujours au sein de Tanger. Toujours. Maintenant, Tanger est elle-même une très belle femme. Tanger. Oui, Nour. Oui, mais j'entends pas. Elle a besoin d'un micro. Bonsoir. Juste petite question. Dans votre processus d'écriture, est-ce que vous avez des ébauches de ces histoires que vous avez écrites à travers les années comme des sortes de carnets de voyage dans lesquels vous vous replongez, ou est-ce que c'est une écriture qui vous vient de manière spontanée? Spontanée, non. Spontanée, non, il faut dire. Mais il y a l'imagination. Et là, des fois, quand je veux imaginer, c'est à des heures, je me lève à 4 heures du matin, là où il n'y a pas une mouche qui vole, et je me mets carrément dans ce cocon de l'écriture, et je commence à imaginer. Mais j'imagine à partir de réalité. Il faut que ça soit une histoire réelle, que la base de mon histoire soit réelle, et c'est comme ça qu'à partir de cette histoire, je commence à nourrir. Je nourris mes phrases, je nourris mes souvenirs, et c'est comme ça que je fais mes pages, quoi. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que je n'écris pas comme tout le monde Internet, c'est tout du manuscrit. J'écris à la main, merci ma cousine qui va taper là, mais j'écris à la main. Et des fois, après des émissions de la grande librairie, ou quand on parle de Flaubert, ou qu'on parle de Maupassant, et quand j'entends parler, je me dis, quand ils écrivent et qu'ils ont ce tas de papier, qu'ils écrivent, qu'ils jettent, je me retrouve, je me crois, faisant partie de ces gens-là, parce que quand je regarde par terre, c'est jonché de papier,
Et je continue. Je suis comme Amélie Nothomb qui dit qu'il n'a pas de téléphone. Bon, je ne suis pas comme elle, hein. Je suis loin d'être une écrivaine comme elle. Qui dit que je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas de téléphone portable. J'écris durant 6 heures tous les matins, surtout les matins. Et elle écrit à la main, manuscrit. J'ai dit, tiens, oulala, je ressemble à une grande écrivaine. J'ai quelque chose comme elle. Bien sûr. Nous avons, en principe, nous avons tous un roman en tête, un récit en tête. Mais rares sont ceux qui peuvent l'écrire. Absolument, je suis d'accord. Je suis d'accord. Esma fait partie des rares personnes qui ont su mettre à profit la période du confinement. Elle est très disciplinée quand il s'agit d'écrire. Samia. Merci. Salut Tama. Alors déjà, moi j'ai envie de saluer tes efforts parce que je trouve que écrire un roman, et notamment dans la manière avec laquelle tu l'as fait, c'est un vrai véhicule pour la sauvegarde du patrimoine immatériel du Maroc. Et je pense qu'on a une vraie lacune là-dessus. On n'a pas beaucoup d'écrivains qui arrivent quand même à avoir un style assez simple, accessible d'ailleurs même pour les enfants, donc je trouve ça génial. Et j'aimerais bien voir dans quelques années beaucoup d'écrivains qui puissent avoir justement ce génie pour transmettre notre culture matérielle, notre patrimoine immatériel. Alors moi, ma question, c'était par rapport à toi et toutes ces histoires. Parce qu'on dit souvent que lorsqu'on raconte une histoire qui ne nous appartient pas, on raconte finalement une partie de nous-mêmes. Et donc, j'ai envie de te dire, bon, après, c'est une question touchy peut-être, est-ce que dans les histoires que tu as racontées, il y a une partie de toi? Est-ce que tu t'es identifié à une certaine mesure à ces personnages dont tu as raconté l'histoire? Merci. Une partie de moi. D'abord, quand je suis à l'écoute. Quand je suis à l'écoute, j'écoute profondément. J'écoute en imaginant. Je n'écoute pas, je n'écris pas, j'imagine. Je garde dans ma mémoire ce que j'entends. Et c'est à partir de ça que je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a une partie de moi là, parce que c'est moi qui m'aide personnellement à écouter, à transcrire, à transmettre des messages. C'est là ma partie à moi. Elle est surtout là. Mais il y a quand même des histoires où c'est moi là-dedans, hein, ne crois pas. Il y a des histoires où c'est moi. C'est moi qui questionne Georgette, c'est moi qui... Bon, je continue pas, vous allez le lire. Ce que je voulais vous préciser, c'est que ces livres-là, la vente de ces livres va directement à notre foyer des Lions Club, le foyer des jeunes diabétiques. Tout le revenu de mes livres, un écrivain n'écrit pas pour gagner de l'argent, loin de là, loin de là. Il écrit pour transmettre, il écrit par plaisir. Moi, j'écris par plaisir, j'écris pour transmettre, mais en même temps, j'écris pour faire du bien. Donc, tout ce que je récolterai de mes livres ira, Inch'Allah, aux enfants diabétiques des Lions Club au foyer de M. Nossairi, Allah yarhamou. Bien, je crois qu'il n'y a plus de... Si, il y a encore une question? Ok, allez, on vous écoute. Bon, toujours à propos de titre qui m'a vraiment attirée parce qu'elle a une grande signification, une profonde. Bon, on trouve un champ lexical qui est dominant dans votre livre, c'est celui de destin. Madame Asma, croyez-vous au destin, ou plutôt, quelle est la définition de destin pour Asma? Écoutez, quand je n'y peux rien, je dis c'est le destin. Mais en fait, le destin, on le forge. Hein. Le destin, c'est pas, il ne faut pas s'asseoir et attendre de rêver, dire « Ah, c'est mon destin. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, j'ai rien du tout, c'est le destin. » Non, non. Le destin, il faut le prendre par le cou et lui dire « Je suis là. » Tu comprends? Voilà le destin. Merci. Une belle leçon à retenir. Donc le destin, voilà, on peut le prendre par le cou, selon l'ESMA. Donc j'ai commencé ma présentation en parlant de Miguel Bonnefoy,
l'écrivain vénézuélien qui dit que si tu veux être écrivain, parle avec ceux qui ne le sont pas. Et c'est quelque chose que Esma fait naturellement. Elle parle, elle écoute, elle observe, elle mémorise, elle transforme et partage avec nous ses récits, des récits bouleversants, pleins d'émotions, en dents de scie. Donc des fois c'est des montagnes russes, vous avez des personnages aussi solaires que Georgette, des personnages un petit peu plus lourds émotionnellement, voilà. Donc pour avoir le récit que nous avons eu, l'objectif pour elle, c'est, comme tu disais, c'était Mohamed, c'est écrire, c'est vivre, c'est aussi une manière de vivre. Et pour ce livre précisément, spécialement, donc comme elle l'a rappelé, les revenus des ventes iraient à une œuvre caritative, donc des enfants diabétiques. Donc je vous remercie d'avoir été nombreux à prendre part à cette rencontre. Et voilà, la vente est à l'extérieur. Notre autrice est là pour les dédicaces et on vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.